Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition spéciale de Scène de presse consacrée au régional 2020. On le sait, le Cameroun a donc désormais ses tout premiers conseillers régionaux. Ils sont tous issus du scrutin du 6 décembre dernier. Une élection au suffrage indirect qui a confirmé la suprématie du parti au pouvoir, le RDPC, en même temps qu'elle a relevé quelques dysfonctionnements au niveau de la discipline au sein des partis politiques. Quelle est l'évaluation que les formations politiques en font? Cette question, nous l'avons posée à Grégoire Oona, qui est secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, à Pierre Flambeau-Ngayap, qui est, lui, le secrétaire général de l'UNDP, à Issa Chiroma Bakari, président du FSNC, et à Cabral Libi, président du PCRN. Leur réponse, tout de suite. Je suis absolument et profondément déçu. Lorsque vous êtes président d'un parti politique, que Dieu sait toute la peine qu'on s'est donnée pour pouvoir remporter une victoire dans le contexte camerounais, c'est si pénible. Et qu'on sait d'ailleurs dans quel contexte ceux qui aujourd'hui ont voté contre le PCRN ont été eux-mêmes investis. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux n'avaient pas fait de politique avant, beaucoup d'entre eux n'auraient jamais pu gagner des élections par eux-mêmes s'ils s'étaient présentés à une élection. C'est qu'ils ont surfé sur une dynamique portée par des personnes qui, elles, ont mis en jeu leur confiance, leur crédibilité auprès du peuple, et que le peuple, donnant crédit à cela, a voté pour des gens qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils n'acceptaient pas forcément, mais en se disant, Monsieur Libi, si c'est vous qui les investissez, puisqu'on a confiance en vous et qu'on croit en vous, par transitivité, on va croire aux gens que vous investissez. Donc, lorsque ces gens, par la suite, se retournent contre vous, vous ne pouvez que vous sentir trahi, blessé, déçu. Ça, c'est indiscutable. Le FSNC est tellement sûr de son fait, sûr de ses conseillers, que nous leur avons dit, OK, allez-y, on vous fait confiance. Bien que même en politique, parfois, la confiance n'exclut pas toujours le contrôle, n'est-ce pas? Est-ce que je m'en veux pour excès de conscience, pour n'avoir pas voulu contrôler? Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Nous pouvons dire que nous avons eu une très bonne performance puisque nous avons gagné 9 régions sur 10. Mais nous signalons quand même que si nous avons connu des avancées dans certains départements comme l'Oignon et Kélé, où nous avons remporté, bien que n'ayant pas au départ le maximum de conseillers, nous constatons qu'il y a quand même eu des curiosités dans cette élection. Je crois que la discipline n'a pas été le maître mot dans certaines circonscriptions. Dans la Damawa, personne n'est surpris que nous ayons emporté 80% des conseillers régionaux de cette région. Et en termes de circonscription électorale, nous avons emporté haut la main 4 circonscriptions sur 5, c'est-à-dire 4 départements sur 5. Dans la région de l'extrême nord, nous avons emporté le département le plus grand, le plus peuplé, qui est le département du Mayo-Tchanaga, de haute lutte, puisque nous n'avions pas une avance théorique dans ce département. De même que dans le département du Mayo-Bagno, nous n'avions pas une avance théorique dans ce département. Dans le département du Mayo-Louti, dans la région du Nord, nous avions sur le papier un avantage, mais simplement un avantage, puisque 3 partis partagent les 3 communes du département de Mayo-Louti. Mais l'UNDP avait la commune la plus importante, Guidère, avec 41 conseillers. Nous savions que dans tous les cas, en faisant le plein de nos voix, nous passions en tête. Et compte tenu du système électoral qui est majoritaire, un peu teinté de proportionnel, nous avons toujours combattu ce système parce qu'il est inégalitaire. Nous avons emporté
plus des 3/4 des conseillers municipaux de ce département. Ce qui n'est pas juste en termes de représentativité, mais d'autres apprendront désormais à comprendre ce que c'est qu'un système inégalitaire, puisque cette fois-ci c'était à leurs dépens. Le FSNC, en tant qu'allié du président Biya, se devait de prendre part à ces élections, quoi qu'il arriva. Parce que c'est un défi qu'il faut relever. Et dire donc, il faut savoir garder raison. Quand on est dirigeant d'un parti politique, il y en a 300 dans cette nation. Il faut savoir faire preuve d'humilité et de respecter les autres, comme nous respectons le parti. Maintenant, ces élections se sont déroulées. Le FSNC a pris part dans 3 départements. Le département de la Benue, le département de Mayoluti et le département du Diamaré. Nous savions que nous n'avions pas beaucoup de chance, mais il fallait quand même y aller. Pourquoi? Parce qu'il fallait donc relever ce défi-là. Dire à ce parti qui, avec toutes ses prétentions, monsieur, vous vous trompez. Nous sommes un parti politique et nous entendons donc jouir des privilèges et des prérogatives constitutionnelles. Les lois nous donnent l'altitude de prendre part à une élection. C'est pour ça que nous y sommes allés. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Au terme de ces élections, nous avons eu 2. Lorsqu'on participe en tant que parti politique à une élection, l'expectative, c'est de la remporter. Dans le cas du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous avons aligné 7 listes sur les 58 possibles, puisque le collège électoral, en tout cas la circonscription électorale, est le département. Donc nous en avons aligné, c'est le lieu peut-être de rappeler rapidement. Dans le centre, on avait 2 listes, dans l'Union Ekele, la Mefou et Afamba. À l'ouest, on en avait une. Dans le Noun, dans le littoral, on en a eu 4, je crois. Sanaga Maritime, Vouri et Nkam. Je ne sais plus où j'oublie, mais je crois que c'est l'essentiel, c'était cette liste. Donc, à l'issue des élections, nous n'avons remporté nulle part, y compris même là où nous espérions une victoire. On l'a dit à l'entame de cette émission, le scrutin du 6 décembre dernier a relevé des dysfonctionnements au sein des partis politiques, notamment en ce qui concerne la discipline. Les consignes du parti n'ont pas été respectées partout. Pourquoi? Nos invités du soir donnent quelques esquisses de réponse. Dans la Benue, nous avions 95 conseillers municipaux, c'est des électeurs. Chemin faisant, nous en avons perdu 8. 8 ont voté pour d'autres partis politiques. Dans le Mayoluti, nous avons 41 conseillers municipaux, je crois. Et puis, nous nous sommes retrouvés avec 37. À égalité avec le RDPC. Donc il y a eu quelques conseillers municipaux qui nous ont fait défaut. Dans l'Union Ekele, le PCRN partait avec 3 conseillers de plus que son adversaire le plus immédiat qui était le RDPC. Bon, il faut quand même noter la différence qu'il y avait. Parce qu'au départ c'était 4 conseillers, mais il y en a un qui est décédé juste après l'élection dans la commune de Ngokmapoubi, donc il ne restait que 3 conseillers qui nous séparaient de notre concurrent le plus immédiat. Donc au bout, on n'a même pas pu avoir les 128, mais on a perdu plus que 3. Enfin, je veux dire, parce que ça en est sorti avec 97. Je crois que la discipline n'a pas été le maître mot dans certaines circonscriptions, parce que lorsque vous observez l'Union Ekele, vous voyez ce que je viens de dire. Dans le Diamaré, par exemple, le FSNC s'en sort avec 61 voix à l'élection. L'UNDP qui part avec 36 conseillers obtient une 50aine de voix, je crois. Et vous avez par exemple le MDR dans le Mayokani qui
part avec 91 conseillers, mais au bout du compte, n'a que 80 voix. Donc il s'est produit quand même des phénomènes assez bizarres. Et moi, j'ai dit, la grande leçon, c'est que les partis politiques devraient questionner ce que c'est que la discipline. Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Je n'en sais rien, mais nous, on est en pleine réflexion sur tous ces phénomènes qui se sont produits. Didier Amaré, vous savez, nous avons un député qui est un phénomène. Au sein du parti, il y a eu combien 12 ou 13 conseillers municipaux qui ont dit, bon Dieu, nous démissionnons. Théoriquement, on serait resté avec une bonne dizaine, une vingtaine maximum. Mais il se trouvait donc que nous nous sommes retrouvés avec 65. Ça atteste donc de ce que s'il y avait suffisamment de temps et que le parti s'investissait davantage, très certainement, nous aurions contraint le RDPC au partage. Partir donc de moins d'une vingtaine et se retrouver avec 65, ça veut simplement dire donc voilà, il s'est passé certainement quelque chose. Et c'est là où l'arithmétique politique est différente de l'arithmétique mathématique. Si on prend le cas par exemple du département du Mayo-Tchanaga, nous n'avions que 3 communes sur 7 et nous n'avions pas les plus grandes communes. La plus grande commune, c'est celle du chef-lieu du département, Mokolo, qui a 61 conseillers. Donc nous n'avions pas un avantage numérique dans ce département. Nous avions pratiquement un retard de plus de 35 voix, retard que nous avons remonté et renversé pour emporter la totalité des conseillers de ce département. L'explication, nous avons une implantation historique dans ce département. C'est tout naturellement que même les conseillers du parti concurrent ont voté pour notre liste. C'est la même chose pour le département du Mayo-Bagno, dans la Damaroa, où nous avions un retard évident. Nous n'avons qu'une commune sur les 3 de ce département, mais nous avons réussi à emporter la majorité de ce département. Parce que c'est également un département bastion de l'UNDP. Nous avons noté que nous avons quand même pu, nous aussi, grappiller des suffrages à nos adversaires. Si on prend le cas de la Mofouya Fama, où le PCRN, effectivement, n'avait aucun conseiller municipal, mais nous en sommes sortis avec 17 suffrages. On peut prendre le cas du littoral, où nous partions avec 18 conseillers, mais nous en sommes sortis avec 22, donc 4 de plus, étant d'ailleurs entendu qu'un de nos conseillers sur les 18 avait voyagé la veille pour le Japon, dont on n'avait pas voté, et qu'un autre avait fait défection, M. Rémi Dioga, qui avait fait défection à la dernière minute et avait donné procuration au maire RDPC de Douala 5e, pour que celui-ci votât pour lui. Donc, il est clair que si nous avons donc eu 22, c'est qu'il y a 6 conseillers municipaux qui ne sont pas du PCRN qui ont voté pour nous. Tout comme d'ailleurs dans l'Union Ekele, il y a des choses sur lesquelles les gens ne s'attardent pas. Il y avait 3 bureaux de vote. Dans un des bureaux de vote, notamment le bureau de vote B, dans l'Union Ekele, nous avons obtenu dans le bureau de vote B plus de suffrages qu'il n'y avait de conseillers municipaux inscrits dans ce bureau de vote. Je crois qu'on avait 13 conseillers municipaux PCRN dans ce bureau de vote, mais on a eu, je crois, 21 suffrages. Donc il est clair qu'il y a eu un mouvement de suffrages d'un côté comme de l'autre. Parce que dans ce bureau de vote spécifiquement, si on a pu avoir plus de 13 suffrages, si on part du postulat que les 13 du PCRN qui étaient inscrits ont voté pour le PCRN, donc il est clair qu'on a reçu des suffrages d'autres partis politiques. Personne ne contrôle la conscience et le vote. Personne. Il y a des partis politiques qui exigent qu'après élection, que l'électeur produise la preuve de ce qu'il a été fidèle à son parti en votant
pour les candidats du parti. Il y en a qui exigent ça. Le FSNC ne l'exige pas. Bon, vous me direz aujourd'hui plus à tort qu'à raison. Le FSNC est tellement sûr de son fait, sûr de ses conseillers, que nous leur avons dit, ok, allez-y, on vous fait confiance. Bien que même en politique, parfois, la confiance n'exclut pas toujours le contrôle, n'est-ce pas? Ça veut dire que les élections indirectes, dans le contexte camerounais, dérogent un peu à la tradition qu'on leur connaît à ces élections dans d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, les grands électeurs sont des faire-valoir. C'est-à-dire, ils ne votent pas pour eux-mêmes, ils ne décident pas par eux-mêmes, ils ne votent pas leurs humeurs, ni leurs ressentis. Ils font ce que le peuple leur a demandé de faire. Donc, en fait, ils reçoivent injonction le 4 novembre et réalisent cette injonction le 15 décembre. Ça, c'est le cas des États-Unis. Maintenant, le Cameroun révèle tout autre chose. C'est que le vote indirect n'est pas... Les grands électeurs au Cameroun ne se considèrent pas comme des faire-valoir. Et je crois que l'esprit du code électoral induit cela, consacre cela. Parce qu'en fait, est-ce qu'après le 4 novembre aux États-Unis, y a-t-il eu une autre campagne électorale auprès des grands électeurs? Non. Donc c'est sous-entendu qu'ils vont faire ce que le peuple leur a demandé. C'est un phénomène qu'on ne peut pas encore maîtriser vraiment. On peut trouver des explications, mais je ne voudrais pas penser que ces explications soient définitives aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu des mécontentements qui sont nés dans les partis. Était-il réel? Valait-il la peine? Je ne sais pas. C'est difficile pour le moment à expliquer par autre chose que certains mécontentements et certains indisciplinés, mais il est bon que les militants des partis politiques sachent aller au-delà des intérêts individuels. Je crois que ça, c'est une première règle très importante et on devrait pouvoir marcher vraiment en rang serré au sein d'un parti politique. Nous sommes en train de faire de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé avec vos militants? Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que vous avez le sentiment que vos militants ont été achetés ou alors ils ont simplement voulu vous envoyer un message? Pourquoi vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé? Vous, les journalistes, vous voulez fouiner, vous voulez savoir. Bon, très certainement, dès lors que nous n'avons pas retrouvé ce à quoi on s'attendait légitimement, cela atteste donc de ce qu'il y a eu un dysfonctionnement. Il peut arriver que, au bout de ces 10 mois, que la base populaire soit mécontente, par exemple, du leadership du parti auquel elle a accordé sa confiance 10 mois plus tôt. Et donne donc injonction aux grands électeurs de passer ce message en votant contre ce qu'eux-mêmes ont voté en février. C'est une hypothèse d'école. Ça peut être le cas. Tout comme la question des achats de conscience peut également être prise en compte. Et celle-là n'est pas nouvelle non plus. Je crois que depuis 1992 au Cameroun, l'un des griefs qu'on a toujours portés aux élections pour alimenter la thèse de la fraude, c'est la circulation de fortes sommes d'argent dans l'expectative de corrompre l'électeur en contrepartie d'une somme d'argent perçue. Et on ne peut pas nier que des rumeurs de cette nature ont circulé. Dans les rangs d'ailleurs du PCRN, j'ai cru suivre des voices, vous savez aujourd'hui avec toutes les applications qu'il y a, donc j'ai cru suivre des voices qui circulaient dans des groupes WhatsApp de personnes qui, choquées par les résultats des élections, ont délié leur langue et ont commencé à dire, ben voilà, tel camarade m'avait sollicité tel jour parce qu'il avait reçu tel montant d'un parti concurrent, moi j'avais refusé, mais il m'avait dit de prendre parce que tel autre avait déjà pris. Donc on a beaucoup de choses qui sont dites.
qui alimente donc la thèse de l'achat de conscience. Mais nous préférons aborder cette question avec beaucoup de délicatesse. Parce que si on systématise l'achat de conscience pour justifier qu'un grand électeur ait voté contre son parti politique, ça veut donc dire que cela vaut pour tous les partis politiques. Mais à partir du moment où moi je vous dis, je parle au nom du PCRN, et je peux vous dire qu'à aucun moment pendant la campagne ou avant l'élection, nous n'avons posé sur la table l'idée selon laquelle il fallait payer des gens. Nous, on ne l'a pas fait. Maintenant, on ne peut pas nier que d'autres puissent l'avoir fait. Peut-être parce qu'ils en ont l'habitude ou qu'ils ont décidé de le faire. Donc, on ne peut donc pas systématiser ça. Donc, faute de preuves, on ne peut pas s'avancer outre mesure. Vous voyez bien que ce soit cette hypothèse-là ou celle que j'ai développée précédemment, nous sommes dans la conjecture. C'est-à-dire, parce que si seulement après ces élections, par exemple dans l'Union Ekele, on avait vu des conseillers municipaux PCRN festoyer avec la base, comme pour leur dire, écoutez, vous nous avez dit de voter contre nous-mêmes, on l'a fait, il y a lieu pour nous de fêter cette victoire, parce que dans ce cas, c'est une victoire, parce que si vous avez décidé de voter contre vous-même et que ça marche, c'est une victoire, mais dans l'autre sens. Mais à partir du moment où personne n'ose célébrer cette victoire, personne n'ose avouer qu'il a voté contre le parti, parce que moi j'ai refusé de diligenter des enquêtes, mais enfin, des camarades moins conciliants que moi dans le parti sont quand même laissés aller à essayer d'interroger les gens. Mais tout le monde vous dit, mais moi j'ai voté pour mon parti. Mais, enfin, si 128 personnes vous disent qu'elles ont toutes voté pour leur parti, et que vous n'avez que 97, et que vous avez même la preuve que c'est plus de 30 ou plus de 28, parce que vous avez des bureaux de vote où manifestement des électeurs d'en face ont voté pour vous. Vous avez la preuve mathématique de cela, parce que vous n'en aviez que 13, mais vous avez eu 20 ou 22. Donc, il y a quand même que les réactions des grands électeurs après cela sont bizarres. Pour prendre le cas d'Union Ekele, où personne n'ose avouer, personne ne reconnaît. Ça fait bizarre quand même. Donc, ça crédite quand même la thèse de quelque chose de louche. Un homme qui a faim et soif n'est pas toujours libre de son vote. Pas libre de son vote. Et c'est-à-dire comprendre qui veut comprendre. Moi j'ai parlé. À vous donc de comprendre comme vous voulez comprendre. Nous avons un travail, nous, en tant que politique, c'est de conscientiser. De conscientiser, de responsabiliser. Lucrèce, je ne suis pas surpris. Vous savez, quand je dis que je prends part aux élections, je sais j'ai une idée de ce qui se passe au-dessous de la ceinture, mais je sais surtout ce que tout un chacun sait, ce qui se passe au-dessus de la ceinture. Voyez-vous? Mais c'est la règle du jeu. Je ne peux pas dire donc on a acheté des consciences, machin, non. Tout un chacun le sait. C'est donc pas une surprise. Tout un chacun sait quoi, monsieur le ministre? Tout un chacun sait ce que j'ai dit. Vous-même, vous êtes journaliste, vous voulez que je dise, machin, je ne le dirai pas. Vous-même dites si vous voulez. Vous voulez m'amener à dire pourquoi vous voulez que je dise. Vous-même dites, vous, vous savez, c'est vous qui êtes journaliste. Moi, je suis politique. Non, il faut maturer. Il faudrait amener le citoyen à participer à la construction de sa nation et être capable de faire tous les sacrifices pour que son vote soit utile et qu'il compte. Et beaucoup de conseillers sont intéressés par le style de l'UNDP et ont abandonné leur formation politique pour nous donner leur voix. Vous savez très bien que le vote étant secret, on ne peut pas dire qu'on a corrompu. Il est difficile d'acheter les consciences. Vous savez, depuis 20 ans, nous on s'amuse à dire à ceux qui sont riches, je ne cite personne, aux partis riches, aux candidats riches, aux sponsors riches, quand ils vont sur le terrain faire la campagne et distribuer de l'argent, distribuer des biens, nous on dit toujours aux électeurs, prenez, c'est l'argent de vos impôts. Mais le jour du vote, vous serez seul dans l'isoloir et vous voterez pour le parti que vous aimez. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas acheter des consciences dans l'isoloir. Au contraire, on encourage les électeurs à prendre ce qu'on leur donne, mais de rester lucides.
on peut prendre et voter pour son cœur. Vous l'avez certainement remarqué par vous-même, nos 4 invités du soir ne veulent surtout pas jeter l'opprobre sur leurs camarades, mais ils tirent des leçons pour l'avenir. C'est des enseignements que nous tirons et nous en faisons bon usage. Vous, journalistes, je ne vous donnerai jamais accès à ce registre-là. Il reste donc un registre interne. Et puis, ma foi, parce que si d'aventure je faisais des révélations, ce sera du pain béni pour les adversaires. Donc, voilà, nous tirerons des enseignements. Moi, je ne pense pas que ce soit des votes sanctions. D'abord, ce n'était vraiment pas la base militante. Vous savez que c'était des grands électeurs. Mais il y a là-dedans certainement un message que nous allons essayer de décrypter. Mais je ne voudrais pas qu'on en fasse déjà des principes. Parce que, vous savez, le vote, c'est un individu dans l'isoloir devant l'urne qui prend sa décision. Mais il est important qu'on se rappelle qu'on appartient à un parti politique, qu'on défend une politique, qu'on a un projet de société à construire. Et quels que soient les petits mécontentements ou les petites fâcheries ou les gens qui auraient voulu être ci et n'ont pas été ça, bon, nous trouverons des explications et nous saurons comment, au niveau du RDPC, éventuellement redresser la barre. Ça veut dire que les élections indirectes au Cameroun, au fur et à mesure qu'on va avancer, pourront avoir le visage des élections populaires. Sauf que ça crée autre chose, et on l'a vu sur le terrain. Parce qu'il y a quand même un fil d'Ariane qu'il ne faut pas couper. C'est que, à partir du moment où les grands électeurs reçoivent mandat du peuple, il est toujours risqué pour les grands électeurs de décider souverainement en ignorant le mandat qu'ils ont reçu du peuple. Et on a donc des cas diversement appréciés. Le fait, par exemple, que les grands électeurs aient élu des concurrents, ça a provoqué auprès de la base populaire, auprès de la masse populaire, ça a emporté satisfaction, adhésion de la masse populaire. Parce que en ce moment-là, ceux qui ont voté pour un parti politique en février, 8 mois plus tard, ne sont plus en accord avec ce parti politique et font passer ce message par les grands électeurs. Tout comme il y a des cas où le fait que les grands électeurs aient voté pour un parti concurrent a plutôt emporté des amours auprès de la base populaire qui tout de suite fait savoir aux grands électeurs qu'aux prochaines élections municipales, ils vont les sanctionner parce qu'ils se sont montrés indignes de confiance. Vous voyez qu'il y a un entremêlement, qu'on le veuille ou non, de beaucoup d'indicateurs dont on n'a pas soupçonné l'existence avant ces élections. Il s'agit simplement aujourd'hui de comprendre que le système électoral est différent. Non seulement ce n'est pas une élection régionale, c'est une élection par circonscription départementale. Et dans chaque département, on réunit l'ensemble des conseillers municipaux du département. Lorsqu'on fait cet exercice sur le papier, on peut à l'avance savoir qui va emporter, sous réserve naturellement des défections qu'on peut constater sur ce qu'on appelle la frange des électeurs flottants. Lorsqu'on convoque le corps électoral des élections régionales, il y a 2 semaines de campagne qui vont avoir lieu. Et pendant les 2 semaines de campagne, les différents partis politiques vont battre campagne auprès des candidats, dont des grands électeurs des autres partis politiques. Cela sous-entend que ces grands électeurs sont souverains dans leur choix. Donc ils ne sont pas liés. Et bien ça confirme véritablement ce qui est dit dans la Constitution, le mandat n'est pas impératif. Mais enfin, je fais là une interprétation un peu maladroite, sur laquelle d'ailleurs les juristes aguerris
ne marqueront pas leur accord, mais ils comprennent l'esprit dans lequel je le dis, pour dire que les grands électeurs chez nous au Cameroun, c'est vrai, ils sont élus sous la bannière des partis politiques, mais lorsqu'il faut voter, lorsque viennent les élections indirectes, telles que les élections régionales, plus tard viendront, ça a déjà eu lieu d'ailleurs, les élections sénatoriales, alors chaque parti politique qui va à ces élections doit battre campagne auprès de ses propres grands électeurs pour les maintenir, tout en battant campagne auprès des grands électeurs concurrents pour essayer de les gagner. Ça veut dire que lors des élections indirectes, au Cameroun, les débats de fond participent de la campagne électorale. Donc, un grand électeur sous la bannière d'un parti politique peut se laisser séduire par l'offre politique d'un parti concurrent. Et dans le secret de l'une, voter pour ce parti politique. Est-ce que cela est une mauvaise chose? Est-ce que cela est une bonne chose? C'est l'esprit du code électoral qui le veut. Et je crois que comme ça a commencé comme ça, ça va continuer comme ça. Si nous voulons faire la démocratie, il faut que nous soyons démocrates. Ça veut dire particulièrement qu'on accepte qu'on ne peut plus avoir du 100% partout et tout le temps. Donc, il faut qu'on se remette déjà nous-mêmes en question, j'allais dire presque en permanence, par rapport à la politique que le président national, Paul Biya, nous invite à appliquer, par rapport à toutes nos actions, par rapport à tout ce que nous entreprenons. Il faut qu'on se pose toujours le questionnement, est-ce la bonne solution? Est-ce la bonne voie? Est-ce la bonne action? Et c'est cela qui est bien en démocratie parce qu'on va rendre compte. Et parce qu'on va rendre compte, on est obligé de faire attention et on se met des limites. Donc, je vous dis que nous, on réfléchit déjà pour comprendre ce qui s'est passé. On ne va pas pointer, comme j'ai vu à certains endroits, que c'est elle qui n'a pas voté, c'est elle qui n'a pas voté, mais ça montre qu'il y a eu un dysfonctionnement et nous allons voir comment pallier à ce dysfonctionnement. Vous venez de dire que le RDPC sait désormais qu'il ne peut pas gagner à 100% partout. Alors jusqu'où irez-vous avec cette option? Irez-vous par exemple jusqu'à partager volontairement le gâteau électoral? Non, il n'y a pas de partage volontaire. Nous visons d'être les meilleurs. Nous visons de rester les meilleurs. Et nous visons de faire toujours mieux, aller toujours plus loin. Si on peut atteindre 100%, tant mieux. Mais compte tenu du fait que c'est la démocratie et qu'il y a une diversité d'opinions, ça ne nous ferait pas de mal de gagner. En fait, il faut quoi? Il faut 50% des voix plus une pour gagner. Donc, ne nous parlez pas de majorité obèse. Ça, c'est... Je n'ose pas leur donner une réplique qui serait peut-être désagréable, mais il n'y a pas de majorité obèse. Il y a la majorité en démocratie, point final. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où les majorités obèses sont présentes. Et pourtant, ces pays sont stables, se développent. Il y a donc une vision à avoir pour son pays en permettant que la plupart, le plus grand nombre de forces politiques représentatives soient présentes dans le partage des décisions. Si dans des régions, il y a un seul parti qui décide, il y a une gêne, même pour ceux qui sont seuls, se demandant, peut-être aurions-nous bénéficié du point de vue ou du conseil d'un parti minoritaire avec nous. Donc quand on est seul, on est peut-être fier d'être seul. Mais si on pense au pays, on s'interroge. La politique est un métier extrêmement budgétivore. Quelle que soit la puissance de vos idées, la qualité, quel que soit ce que vous êtes en tant que porteur d'espoir, si vous n'avez pas les moyens de traduire cela concrètement dans les faits, une manière de dire donc que si vous n'avez pas les moyens en politique, vous faites la politique de celui qui en a. Il faut être vigilant, surtout dans des contextes comme celui du Cameroun,
ou pour une raison ou pour une autre, les gens peuvent retourner leur veste, les gens peuvent trahir, les gens peuvent vendre, les gens peuvent se laisser corrompre. Donc ça, c'est une première leçon. Et nous qui avons pensé que les nôtres nous étaient acquis et qu'il fallait aller chercher chez les autres, il fallait essayer de convaincre. Parce que nous, on fonctionne avec la profonde conviction qu'on a un projet de société très compétitif. Donc nous nous disons, puisque nous avons un bon projet de société, il est difficile pour nos concurrents de renverser ou de retourner les nôtres. Et que nous, confiants en notre offre politique, nous savons, connaissant l'offre politique de nos concurrents ou les offres de certains de nos concurrents, que nous pouvons gagner les cœurs chez eux. Ben, vous me direz, c'est beaucoup de prétention, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, oui, ça a marché dans un sens. C'est-à-dire que nous avons vendu notre offre en face, nous avons pu grappiller. Ben, visiblement, eux aussi, ils ont vendu la leur, et au change, c'est nous qui perdons. Donc, c'est clair que il faudra être peut-être moins prétentieux à l'avenir sur notre seule offre, et savoir que pendant qu'on va travailler pour gagner en face, il faudra continuer à travailler pour gagner dans notre propre camp. Ben voilà, c'est une leçon qu'il faut absolument tirer. Si vous le permettez, chers téléspectateurs, je voudrais maintenant que nous nous arrêtions sur le scrutin tel qu'il s'est déroulé dans le Septentrion, notamment dans les régions de la Damawa et de l'extrême nord. Et vous le verrez certainement, les régionales, le scrutin du 6 décembre dernier semble avoir quelque peu redessiné les cartes dans cette partie du pays. Je pense que c'est l'opinion, qu'on appelle publique, qui est surprise du score de l'UNDP dans la région de la Damawa. Lorsqu'on regarde la tendance structurelle de l'implantation des résultats de l'UNDP est connu de tous les acteurs politiques qui s'intéressent de près à la structuration politique de notre pays, que la Damawa est le bastion premier de l'UNDP. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est la région dans laquelle on a toujours eu des élus, aussi bien des députés que des mairies, et en nombre de plus en plus important d'une élection à l'autre. Je ne vais pas parler des difficultés qui sont décriées par les uns et les autres sur la qualité. Il y a quand même eu un passage à vide. Le passage à vide, on peut peut-être l'avoir identifié au niveau de la députation, mais au niveau des mairies, l'UNDP n'a jamais eu moins de 12 mairies. Et le package le plus important de nos mairies, c'est toujours situé dans la région de la Damawa. Donc c'est le bastion historique de l'UNDP. Donc nous, pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas surpris de ces résultats. Lorsque l'UNDP arrive à renverser fondamentalement les résultats dans des départements dans lesquels il n'était pas majoritaire au départ, ce ne sont pas quelques électeurs flottants, c'est une vague importante d'électeurs qui se sont déversés sur les listes de l'UNDP. J'ai rappelé le cas du Mayo-Bagno, où nous n'avions qu'une commune sur 3. Nous partageons la Damawa minoritairement d'accord avec l'UNDP. Donc, nous ne pensons pas qu'il n'y a pas de vérité définitive en politique, ni de mensonge définitif. Il faut savoir travailler. Nous allons décrypter le message de la Damawa. Nous avons même commencé à le décrypter et nous allons nous remettre au travail pour aller à la conquête de la Damawa. Nous ne pouvons pas laisser un pan important du pays comme la Damawa parce que nous avons connu une défaite. Nous allons travailler de la même façon que nous avons essayé de reconquérir l'Union et qu'elle est dans le centre. Ce ne sont pas quelques électeurs flottants qui ont permis la différence, c'est un renversement important des voix du parti initialement considéré comme majoritaire qui, comme je l'ai indiqué, a eu plus de sympathie pour le parti qui a une réelle implantation. Vous voulez dire, monsieur le sénateur, que la Damawa est définitivement perdue pour vos concurrents? Je pense que depuis février, ça se percevait déjà. Qu'est-ce qui se percevait? Que la Damawa était perdue déjà pour ceux-là. Si déjà, souvenez-vous, en 2013,
aux élections sénatoriales. Pourquoi l'UNDP n'a pas eu de sénateur dans la Damawa en 2013, alors que le RDPC était disqualifié et qui ne restait sur le terrain que les conseillers municipaux de l'UNDP. Bien que nous soyons seuls, on n'a pas eu un seul sénateur. Pourquoi? Parce que le RDPC a demandé à tous ses conseillers municipaux de voter pour un parti qui n'avait pas un seul électeur. C'est un signe de crainte structurelle. Donc on savait déjà que si l'UNDP, on lui laisse une porte ouverte, cette région est définitivement perdue. Nous considérons aujourd'hui qu'après avoir eu 80% des conseillers régionaux de cette région, je ne vois pas par quelle magie ce rapport de force peut demain changer. Donc, je demande à nos amis de considérer qu'ils oublient un peu cette région pour quelques décennies. Allez dans la Benoué. Allez même dans le Diamaré. Faites votre travail de journaliste. Vous me direz quelle est la force du FSNC dans la Benoué, quelle est la force du FSNC, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, je ne voudrais pas faire mon panégyrique. Vous savez, ce parti est le seul qui compte. Par ses œuvres, je vous disais tout à l'heure, ne m'amenez pas à être un procureur à charge contre un parti politique. Je ne cite pas le parti. Nous avons gagné plus de députés, gagné plus de communes, nous avons gagné une mairie de ville, la mairie de la ville de Ngaoundéré. Cette tendance croissante nous donnait des réelles chances de gagner des conseillers municipaux. C'est ainsi que dans la Damawa, personne n'est surpris que nous ayons emporté 80% des conseillers régionaux de cette région. Et en termes de circonscription électorale, nous avons emporté haut la main 4 circonscriptions sur 5, c'est-à-dire 4 départements sur 5. C'est une vague importante d'électeurs qui se sont déversés sur les listes de l'UNDP. J'ai rappelé le cas du Mayo-Bagno, où nous n'avions qu'une commune sur 3. Le cas du Mayo-Tchanaga, nous n'avions que 3 communes sur 7. Et la plus importante nous manquait, le chef-lieu de département. Donc ce ne sont pas quelques électeurs flottants qui ont permis la différence, c'est un renversement important des voix du parti initialement considéré comme majoritaire qui, comme je l'ai indiqué, a eu plus de sympathie pour le parti qui a une réelle implantation. Mais pour le FSNC, ce sont ses œuvres qui comptent. Qu'est-ce que le FSNC a fait pour les populations de manière globale? Depuis l'avènement du FSNC il y a 13 ans jusqu'à date, par rapport à d'autres partis politiques qui ont 30-40 ans, qu'est-ce que le FSNC a fait pour les populations? Et c'est ce que le FSNC a fait pour les populations qui fait que le FSNC aujourd'hui est ce parti, et puis il y a les autres. Alors, quels enseignements tirez-vous, par exemple, dans le Diamaré? En fait, le Diamaré est FSNC. Le Diamaré est FSNC. Nous avons gagné. Bon, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Nous aurions pu avoir 2 députés. Nous aurions pu avoir même les 3 communes du Diamaré. Madame, souvenez-vous, pour l'élection du maire de la ville, il a fallu 3 jours. Can you remember? Il a fallu bien 3 jours. Et quand on a validé l'élection du 3e jour, le RDPC nous a battus avec 2 voix. Nous avons contesté, mais bon, nous avons voulu être bons perdants. Ceci atteste donc de ce que, en fait, le Diamaré, c'est du FSNC. Et que mon député, qui a la responsabilité de la gestion du parti dans le Diamaré, mais également dans la partie septentrionale du pays, il fait du bon travail. Évidemment, il a son caractère, il a son tempérament. Qu'est-ce qu'il n'en a pas? Eh bien, le FSNC, vous savez, c'est ce parti qui monte. Au terme de ces élections, nous avons eu 2. Mais ces 2 font que
qu'on dise que le FSNC est parmi les 4 partis politiques qui comptent dans ce pays. Nous avons sénateurs, nous avons des députés, nous avons des communes, des conseils municipaux, nous avons des conseils régionaux. Nous sommes complets. Le Collège des représentants du commandement traditionnel a également retenu l'attention le 6 décembre dernier, un collège que d'aucuns considèrent comme l'arrière-cour du RDPC. Idées croisées sur le sujet. Beaucoup de chefs sont des militants du RDPC, parce que d'abord, ils ont été séduits par le RDPC, et ils sont des militants depuis longtemps, en plus du fait d'être chefs. Donc, je crois qu'il ne faut pas les présenter comme s'ils étaient des parias qu'on veut pointer du doigt. C'est des militants. On n'a pas dit que lorsqu'on est chef traditionnel, on ne peut pas militer dans un parti politique. Et je crois aujourd'hui plus que jamais, puisqu'ils vont maintenant siéger dans des instances aussi importantes que les régions, avec voix délibérative. Donc parmi eux, nous avons de nombreux militants. D'abord, nos statuts les admettent, pour ceux qui sont militants, à certaines instances du parti. Ils sont d'office admis comme étant membres de ces instances parce qu'ils sont chefs de premier, de deuxième ou de troisième degré. Donc, je crois qu'il ne faut pas leur faire un procès qui n'a pas lieu d'être. Mais c'est tout bénéf pour le RDPC. Mais parmi eux, nous avons aussi des farouches adversaires. Ils sont, heureusement pour nous, très minoritaires. Il est clair que dans cet électorat, il y avait des chefs traditionnels qui sont pas acquis à la cause du parti au pouvoir. C'est objectivement analysé et dit. Mais il demeure que la question de proportion pourrait donc créditer cette thèse. Parce qu'on sait globalement au Cameroun que du fait d'une défaillance du décret de 77 qui auxiliarise le chef traditionnel à l'administration, nous savons que dans le quotidien au Cameroun, la majorité des chefs traditionnels sont à la remorque de l'administration, du pouvoir central. Et qu'il y a toujours eu des chantages. Moi qui y vais sur le terrain régulièrement, je ne compte pas le nombre de fois que les chefs traditionnels se sont pointés dans nos réunions politiques pour exiger absolument de voir le récépissé de déclaration. Et précisant que s'il n'y en avait pas un, ils interdiraient la réunion, encore qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Mais chaque fois qu'on leur a demandé pourquoi vous le faites, ils nous disent, écoutez, moi je ne veux pas perdre mon salaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, apparemment, il y aurait de stupides chantages du genre, si vous laissez entrer l'opposition dans votre chefferie ou dans le territoire de votre chefferie, on peut vous couper le salaire. La loi ne leur fait pas obligation d'être. Et si quelqu'un ne veut pas être du RDPC, on ne le contraint pas. Je ne suis pas du RDPC, n'est-ce pas? On ne le contraint pas. Ça, là, je pense bien. On ne le contraint pas. Mais, bon, les chefs traditionnels, ils restent fidèles à l'ordre établi, disons ça comme ça. Les chefs traditionnels restent fidèles à l'ordre établi. Vous savez, dans ma culture, on dit que le pouvoir est divin. Et une fois que Dieu jette son dévolu sur un individu, lui faire allégeance, c'est rester donc fidèle également aux prescriptions, ainsi de suite. Lorsque vous dites ordre établi, il s'agit de quel ordre établi? Quel est le visage de cet ordre établi, monsieur le ministre? Vous êtes là pour me provoquer. C'est vraiment de la provocation. Vous voulez que je parle. Vous voulez que je parle. Bon, écoutez, j'ai l'habitude de dire, d'abord le pouvoir il est divin. Aujourd'hui, l'Éternel s'est prononcé à travers le peuple pour le président Biya qui gouverne notre nation. Et cet ordre est l'ordre qu'il a établi. Il est important que les chefs traditionnels gardent la hauteur sur l'ensemble des sujets de leur territoire. Bien entendu, le chef traditionnel est un citoyen. Le jour des élections, il a le droit d'exprimer son choix. Mais cette tendance qui a été créée dans notre pays depuis des dizaines d'années,
de faire en sorte qu'un chef traditionnel puisse se départir de sa neutralité, qui garantit son respect sur l'ensemble de son territoire, pour choisir un parti politique, d'y militer officiellement, mène à des dérives qu'il faudra un jour ou l'autre corriger. Peut-être c'est un début de correction que le législateur, dont je suis, a pensé faire en créant un collège des conseillers, un collège des chefs traditionnels, qui permet qu'entre eux, ils désignent leurs représentants, sans influence de partis politiques. C'est peut-être le début de la rupture du cordon ombilical entre le politique et le commandement traditionnel. Si c'est ça le sentiment qui sous-tend cette création d'un collège électoral particulier, je m'en réjouis. C'est de bonne guerre, c'est-à-dire ils essaient d'exploiter certaines failles pour jouer la carte de leur parti politique. Donc c'est clair que, et quand vous voyez quand même les résultats qui ont été publiés, et maintenant je réponds à votre question, mais en tenant compte cette fois de la finalité, c'est-à-dire après élection. Quand on voit quand même les victoires qui ont été remportées par certains chefs, ce sont des chefs qui sont politiquement marqués, dont on connaît très bien les états de service dans certains partis politiques, et comme ils sont majoritairement pour le parti au pouvoir, ça crédite donc à juste titre la thèse que c'est l'arrière-cour. Et cela est d'autant plus intéressant que ce ne sera pas forcément sans conséquences dans certaines régions, notamment celle de l'Adamawa, où cette problématique était au cœur de la campagne électorale. Parce qu'il y a un parti politique de l'opposition, même s'il est allié au pouvoir, qui est l'UNDP, qui partait avec l'avantage des suffrages des conseillers municipaux, mais le calcul qui était fait, c'était que l'UNDP ne puisse pas contrôler la constitution du bureau de la région, du conseil régional plus tard. Donc on a injecté, on a tout fait pour que les chefs traditionnels soient politiquement marqués en faveur du parti au pouvoir, pour qu'au moment d'élire le bureau, qu'ils pèsent aux côtés des délégués régionaux du parti au pouvoir. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une question anodine, hein, elle n'est pas sans conséquence à certains endroits. Les chefs traditionnels demain dans les conseils régionaux seront mieux respectés s'ils n'ont pas de parti pris. C'est d'ailleurs pour cela que, et je vous tiens à le rappeler, j'ai été le premier au cours du grand dialogue national, vice-président de la commission de décentralisation, lorsque les débats étaient crispés entre les fédéralistes et les unionistes, pour dire que la Constitution avait une ressource essentielle qui permettait de donner un statut spécial aux régions anglophones. Cela a permis qu'aujourd'hui, les chefs traditionnels dans les régions anglophones aient leur chambre à part. Pendant la discussion du projet de loi sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées, j'ai suggéré, membre de la commission des lois constitutionnelles, au ministre de la décentralisation, d'étendre la scission entre la chambre des chefs et la chambre des conseillers à l'ensemble des 10 régions, parce que c'est la meilleure façon de donner une autonomie aux chefs traditionnels et les détacher des combats politiques. Parce que le rôle qu'ils jouent en étant à la fois chef d'une communauté et à la fois toujours chef d'une faction, parce que membre d'un parti politique, parfois responsable de parti politique, n'est pas bon pour l'avenir de notre pays. Donc je me réjouis qu'aujourd'hui, il y a eu ce début de rupture du cordon ombilical et que les chefs traditionnels aient eu leur collège à eux. Il leur appartient maintenant, au sein des conseils régionaux, côté francophone, ils sont mélangés, qu'ils sachent faire preuve de détachement, de hauteur, pour continuer à être des arbitres, des conseillers, au-delà des politiques que nous sommes, qui avons la liberté d'être plus virulents, plus partisans, mais il n'est pas souhaitable que les chefs dans les conseils régionaux soient partisans. Et si nous nous intéressions à présent à l'élection des présidents des conseils régionaux, l'élection relative est prévue le 22 décembre prochain. Ce sera au cours des sessions de plein droit. Et à nouveau, la fièvre monte au sein des partis politiques, principalement au sein du RDPC. Des questions fusent de toutes parts sur les critères de choix.
tous nos candidats, j'allais dire, sont tous présidentiables. Ils peuvent tous entrer au bureau, mais compte tenu du tournant que nous sommes en train de prendre aujourd'hui, le RDPC a la responsabilité de choisir les meilleurs candidats pour mener à bon port cette opération de décentralisation, compte tenu des attentes des Camerounais pour cette décentralisation. Ils veulent s'impliquer dans la gestion des affaires locales et il leur faut des interlocuteurs absolument valables. Et le parti fera ce qu'il doit faire. Le parti fera ce qu'il a à faire en tenant compte des différents desiderata ou alors en imposant ses candidats. Le parti n'impose rien. Le secrétaire général est en train de travailler déjà sur le choix des candidats. Le président national prendra sa responsabilité pour que ceux qui auront été retenus soient désignés. Et nous aurons des critères d'efficacité. Nous avons des critères de compétence, des critères de discipline, des critères même d'engagement au sein du parti ou au sein de la République, parce qu'on peut avoir des candidats qui n'ont peut-être pas 20 ans ou 30 ans, mais qui ont fait leur chemin plus rapidement que d'autres. L'UNDP, les procédures sont simples, hein, elles sont connues, elles sont publiques. C'est une concertation permanente entre la direction du parti et les conseillers régionaux. Concertation permanente. Nous allons réunir les conseillers régionaux dans les régions dans lesquelles nous avons des conseillers, discuter avec eux, écouter les propositions des uns et des autres et sortir avec un bureau régional consensuel. En particulier dans la Damawa, nous avons une majorité, donc c'est nous qui déciderons de la composition, de la désignation de l'exécutif et de la composition du bureau régional. Mais cela se fera par consensus entre la direction du parti et les conseillers, y compris même les maires, puisque les conseillers sont des émanations des communes. Les maires seront partie prenante à cet échange. Ce ne sera pas une question de copinage? Je ne sais pas qui est copain de qui. En tout cas, à la position où je suis dans le parti, je ne sens pas, à la base, que les décisions se prennent, même au sommet, à travers des préférences, des copinages. Comme vous le dites, nous prenons toujours des décisions sur la base d'une réflexion, de l'écoute des arguments présentés par les uns et les autres. Il n'y a pas d'état d'âme. Ce n'est pas une affaire de copinage. Ça ne pourrait jamais être une affaire de copinage. C'est vrai qu'une certaine presse s'est jetée là-dessus pour dire qu'il y a de la corruption, qu'il y a du favoritisme, qu'il y a du copinage. Non, je crois qu'il faut juger les maçons au pied du mur et on ne peut pas construire un pays sur la base de copinage, sur la base de corruption, qui sont des valeurs très, très fragiles. Et c'est sur ces paroles que nous mettons un terme à cette édition de Scène de Presse, une édition spéciale consacrée au Régional 2020. Merci à nos invités qui ont accepté de jouer le jeu. Grégoire Owona